Joyeux Noël et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Aujourd'hui, nous vous présentons la tradition victorienne des histoires de fantômes de Noël. Si vous ne le savez pas, Montréal Hanté a comme mission de vous faire connaître les histoires de fantômes et autres phénomènes paranormaux de Montréal et de la région. Je vous encourage fortement à suivre les liens dans la description afin d'en savoir plus et de peut-être participer à leurs activités. Et maintenant, parlons tradition. La tradition de raconter des histoires de fantômes durant la saison des fêtes est bien plus ancienne que l'ère victorienne, mais elle a atteint son apogée durant cette période. Raconter des histoires de fantômes pendant l'hiver est une coutume qui remonte à plusieurs siècles, lorsque les familles passaient des nuits d'hiver glaciales avec des histoires de fantômes et de monstres. Dans le conte de l'hiver de Shakespeare, Mamilius proclame un conte triste. Le meilleur pour l'hiver. J'en ai un. Des lutins et des gobelins. Noël, tel que célébré en Europe et en Amérique du Nord, vient en grande partie des célébrations païennes du solstice d'hiver et du festival de Yule. Le jour le plus sombre de l'année a été considéré par plusieurs comme un moment où les morts auraient accès particulièrement facile aux vivants. L'époque victorienne a vu une explosion des contes de fantômes, aussi bien à travers l'Empire britannique qu'aux États-Unis. Aidée en partie par l'invention en 1843 de la presse rotative industrielle. Cette machine impressionnante pouvait produire des milliers de copies en une seule journée, rendant les livres beaucoup moins chers et beaucoup plus disponibles. Les histoires de fantômes, jusqu'alors traditionnellement orales, devenaient maintenant écrites et les éditeurs avaient soif de contenu. En effet, celles-ci étaient vues comme idéales, car elles étaient généralement brèves, thématiques et populaires, et elles pouvaient être éditées assez facilement à la longueur requise. Cette même année 1843, Charles Dickens écrivit ce qui est probablement l'histoire de fantômes de Noël la plus célèbre, Christmas Carol, un conte de Noël ou un chant de Noël selon la traduction. Celui-ci raconte l'histoire d'Ebenezer Scrooge, un vieil avare visité par le fantôme de son associé Jacob Marley, ainsi que par les fantômes de Noël du passé, du présent et de l'avenir. Ceux-ci terrifient Scrooge, qui a une épiphanie et est transformé en un homme plus gentil, plus doux et plus altruiste. Publié le 13 décembre 1843, la première édition est épuisée avant même la veille de Noël. Fin 1844, 13 éditions auront été publiées. Après cette publication, les histoires de fantômes de Noël se sont multipliées et sont devenues un des genres les plus populaires de la presse écrite pour les fêtes. En effet, Dickens lui-même décida d'arrêter d'en écrire en 1868, se plaignant auprès de son cher ami Charles Fitcher que c'était comme s'il avait assassiné un numéro de Noël il y a quelques années, peut-être qu'il l'a fait, et que son fantôme le hantait à jamais. De nombreux autres auteurs se sont précipités pour combler le vide laissé par Dickens. Pendant ce temps, à Montréal, les histoires de fantômes ne manquaient pas durant la saison des fêtes. En effet, les Montréalais avaient embrassé l'hiver avec des carnavals fantastiques, avec leurs châteaux de glace, leurs combats simulés et leurs soirées de patinage à la somptueuse patinoire Victoria, ainsi que de magnifiques feux d'artifice. Il y avait beaucoup d'histoires de fantômes populaires à lire parmi les livres de l'Empire britannique, tels que Casting the Runes de M.R. James, Le plafond hanté ou La chambre rouge de H.G. Wells, ou Night Terrors, les histoires de fantômes d'E.F. Benson, également Les Trois imposteurs d'Arthur Machen et Oncle Silas du maître de l'histoire de fantômes irlandais Sheridan Le Fanu.
Mais ce qui était encore plus populaire à Montréal comme ailleurs étaient les histoires de fantômes locales. La plus populaire à Montréal au 19e siècle était celle du fantôme de Simon McTavish, qui descendait la montagne dans son cercueil comme si c'était une luge, terrifiant les résidents. Immigrant écossais arrivé à Montréal dans la foulée de la conquête britannique, McTavish avait repris le commerce de la fourrure des Français avec sa très rentable compagnie Northwest. À 46 ans, il s'est choisi une belle épouse de 18 ans et est déménagé avec elle à Londres. Il espérait vivre le reste de ses jours dans un bonheur luxueux. Cependant, son épouse avait le mal du pays. McTavish a donc décidé de retourner à Montréal. À leur arrivée, il ordonna la construction d'un somptueux château sur les pentes du Mont-Royal. S'il ne pouvait pas profiter du luxe de Londres, il le créait pour lui-même. Le château McTavish a été construit avec les meilleurs matériaux disponibles dans le style des domaines baroniaux des hauts plateaux d'Écosse. Ce devait être un bâtiment saisissant et luxueux que l'on pouvait voir de la ville, un hommage au citoyen le plus riche et le plus célèbre de l'époque. En 1804, le château était presque terminé. Les fondations, les murs, le toit étaient en place. Il ne restait plus que l'installation des portes et fenêtres. McTavish, qui supervisait les travaux d'un petit chalet situé à quelques centaines de mètres de là, restait sous la pluie un après-midi et a pris froid. Son médecin lui a conseillé de se reposer un peu, mais McTavish n'écoutait jamais d'autre que lui-même et il continua à superviser le travail, même par temps humide. Son rhume s'est aggravé et s'est rapidement transformé en pleurésie, en pneumonie, et il est décédé subitement le 6 juillet 1804. La ville était sous le choc, et les funérailles ont eu lieu sur le terrain du château inachevé. Une magnifique voûte a été construite à l'arrière du jardin où McTavish aimait lire, et c'est là qu'il a été enterré. Ses neveux reconnaissants ont construit une autre colonne de pierre à sa mémoire, en l'honneur de ses vertus viriles. En raison de problèmes juridiques liés à la succession, la construction du château a immédiatement été arrêtée. Sa veuve, tant qu'à elle, épousa rapidement un autre homme et retourna en Angleterre pour élever une autre famille, laissant McTavish se décomposer dans son cercueil. Au fil du temps, le château est devenu délabré, se décomposant lentement et s'effondrant. Les animaux erraient à l'intérieur des ruines l'été, et l'hiver, les ruines prenaient une apparence inquiétante avec la neige qui s'y accumulait. C'était gris, sombre et semblable à un crâne, ses fenêtres vides fixant la ville en bas. Une tradition voulait que les étudiants de l'Université McGill, fondée en 1821, se rendaient en raquette au mausolée l'hiver et criaient pour tenter de réveiller le fantôme de McTavish. En 1827, ceux-ci sont allés un peu trop loin. Les serrures de la voûte ont été brisées et l'intérieur de la tombe a été violé. Un article a été publié dans la Gazette condamnant ce vandalisme. Le serrurier venu réparer les dégâts a dit avoir senti une présence effrayante dans le caveau et avait remarqué que le cercueil de McTavish était tombé par terre renversant tout son contenu. Sans s'aventurer à l'intérieur, il a réparé rapidement la serrure et s'est enfui. Il n'a pas fallu longtemps avant que les ruines soient considérées comme hantées. Certaines personnes ont signalé des esprits errants et sortant des portes et des fenêtres, ainsi que d'horribles gémissements provenant de l'intérieur du bâtiment. Tandis que d'autres ont déclaré qu'un fantôme était aperçu danser sur le toit. Plus étrange encore, on disait que McTavish lui-même pouvait être vu certaines nuits en train de descendre le flanc du Mont-Royal,
non pas sur un traîneau, mais dans son propre cercueil. Dans la publication britannique Once a Week, l'histoire du fantôme de McTavish, racontée de manière vivante dans tout Montréal depuis sa mort prématurée en 1804, a été publiée dans le volume 6 sous le titre de Nips Damon. La ville de Montréal a fait démolir les restes du château en 1861 et a utilisé les décombres afin d'enterrer littéralement le mausolée. Mais l'histoire du fantôme de McTavish ne s'est jamais complètement effacée de l'imagination des Montréalais. Surtout depuis que Montréal Hanté a commencé à ressusciter l'histoire en faisant des recherches plus approfondies et en offrant des visites à sa tombe. Et vous? Quelle est votre histoire de fantôme de Noël préférée? Avez-vous des traditions du genre dans votre famille? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. Je vous donne rendez-vous dans une semaine et demie pour notre prochaine capsule et d'ici là, profitez du temps des fêtes, mais gardez l'œil ouvert, on ne sait pas ce qui rôde à Montréal.